Bonjour à tous, on est en direct avec l'ONF pour célébrer la journée mondiale pour le climat 2020. Je me trouve à la pépinière de Guémené-Penfo, en Loire-Atlantique, donc dans les Pays de la Loire, en compagnie d'Olivier Forestier, le responsable de la pépinière de l'ONF, l'une des 3 pépinières en France. Celle-ci donc de Guémené-Penfo a fêté ses 50 ans en 2015 et donc aujourd'hui on a rendez-vous donc avec Olivier pour parler changement climatique et actions portées par la pépinière et ses équipes. La parole à Olivier, n'hésitez pas à poser des questions en direct, je prendrai justement 1 ou 2 questions en fin d'interview d'Olivier. Le direct va durer à peu près, on va dire, 10 à 15 minutes. Donc, bon direct à vous. Bonjour Olivier. Bonjour Romain. Donc, on est ensemble pour célébrer la journée mondiale pour le climat, donc 2020. Et pour mieux comprendre justement ensemble quelles sont les actions portées par l'ONF pour lutter contre les effets du changement climatique et pour accompagner justement les forêts de demain et les enjeux auxquels les forêts font face. Donc je vais commencer par une question un peu toute simple, même si elle semble quand même pas si simple que ça. En quelques mots, qu'est-ce que c'est qu'une pépinière ONF? En quelques mots, mais En quelques mots. On n'a que 10 minutes. Donc en quelques mots, une pépinière ONF, ici on est sur un site. Alors un site en fait où on fait de l'artisanat de la recherche. Alors artisanat, c'est-à-dire qu'on produit de l'information, on produit de la donnée au service de la recherche forestière. Voilà. Donc on élève des plants également, c'est pour ça qu'on s'est installé au milieu de jeunes plants, donc des plants de cèdre là, du chêne pubescent. Et donc l'objectif ou les objectifs de la pépinière, c'est de produire non seulement de l'information, mais aussi de produire des jeunes plants pour alimenter les différents réseaux d'expérimentation. J'avoue qu'on est entouré quand même de plusieurs centaines de plants à perte de vue là. Je crois, si je me trompe pas, que vous êtes à peu près une dizaine de personnes qui travaillent à la pépinière. Oui, alors on est 10 collègues de l'ONF sur le site. Alors le site est donc situé à Guémené-Penfo, donc à la frontière bretonne et Pays de la Loire. Donc on est sur un site d'une 30aine d'hectares, donc là on a 2000 m² de serres et tunnels qui nous permettent justement de réaliser ces élevages de plants et ces expérimentations. D'accord. Et alors il y a il y a que des serres ou il y a d'autres justement structures sur la pépinière? Alors non, le reste autrement c'est de la pleine terre, des cultures alors en plein champ si vous voulez, en extérieur. Et donc ces cultures en plein champ permettent en fait d'installer ce qu'on appelle des collections végétales, donc sous forme de primaires, donc des arbres que l'on retaille tous les ans pour les garder et pour garder en identité l'identité et en capacité de multiplication. D'accord. Et justement, là, autour de nous, est-ce que tu peux nous décrire un peu éventuellement ce qu'on voit finalement Donc à là l'image? on est sur un plan fixe, hein, ce qui fait qu'ici on est sur des élevages de chênes et de cèdres, hein, donc comme je te disais en première partie, c'est donc des plants qui vont aller dans les différents réseaux d'expérimentation. Donc ce sont des élevages de plants qui ont 2 ans. Donc là, on sort ce type de plants, donc des plants en culture en motte, en motte hors sol. Alors on voit bien, on distingue bien les systèmes racinaires. Ces plants donc sont issus de graines, donc là en l'occurrence de glands, et ils sont élevés pendant 2 années. Donc, voilà, cette première partie là sur la première année de croissance et deuxième année de croissance pour un chêne pubescent originaire de Turquie. Voilà, c'est ça. Tu m'avais dit justement que là, il y avait des spécificités d'origine, en tout cas. Là, la Turquie, vous travaillez aussi avec éventuellement d'autres pays européens, peut-être. Alors oui, la vocation principale, et donc justement, on est sur la journée climat, c'est donc d'évaluer et de travailler sur la recherche forestière et quel impact a le climat sur la forêt d'aujourd'hui, mais aussi la forêt de demain. Et dans ces actions forêt de demain, eh bien, on collabore avec des partenaires européens, mais pas que. On sort aussi du continent européen pour essayer d'aller pour regarder un petit peu ce qui se fait chez eux et commencer à dresser ou à travailler en collaboration également avec des climatologues sur les hypothèses climatiques qu'il pourrait y avoir chez nous, et donc d'aller tester, évaluer, donc élever d'abord des plants avant de les tester
dans des projets que l'on appelle des îlots d'avenir, puisque forcément ils sont destinés à évaluer ce que sera la forêt de demain. Et donc ça passe d'abord par une phase de connaissance sur les graines. Il faut savoir comment on peut maîtriser les stades de germination des graines, puis l'élevage des plants, avant de les transférer chez nos collègues gestionnaires forestiers qui les suivront pendant des décennies. Alors les îlots d'avenir, justement, on en a pas mal parlé à l'occasion de la journée mondiale pour le climat sur les différents événements de l'ONF. Il y en a un peu partout en France, j'imagine. Donc ils sont dispatchés sur tout le territoire. Oui, voilà, donc il s'agit avec justement la force du réseau ONF sur le terrain et de nos collègues gestionnaires de pouvoir installer sur de petites surfaces forestières. Il ne s'agit pas d'installer brutalement de grandes plantations avec des essences dont on ne maîtriserait pas bien le comportement sous latitude. Déjà, on prendrait un énorme risque en termes d'adaptation. Donc là, il s'agit simplement, j'arrive quelque part, de faire de toutes petites plantations confetti, voilà, dessiner une espèce de mosaïque sur le territoire qui va nous permettre ensuite, au fil du temps, et de voir un petit peu cette adaptation possible et comment on pourra dans l'avenir et aussi développer des techniques sylvicoles, parce qu'il ne s'agit pas simplement de faire pousser des jeunes plants comme ici, mais il s'agit aussi de pouvoir les conduire pendant toute leur vie et donc développer une sylviculture qui sera adaptée également à ces essences. Alors ça me fait penser justement à une question. On parle souvent justement d'une échelle de temps qui est très différente de la nôtre, être humain finalement, à l'échelle du végétal, notamment, et là tu parles justement d'expérimentation, de tests, de plantation, et ce qui fait que généralement cette phase d'observation dure combien de temps finalement pour savoir si une plantation a réussi ou pas? Alors il y a des étapes cruciales. La première pour nous c'est forcément ça commence avec la graine, avec la semence. Donc il faut être en capacité à pouvoir récolter des semences sur les sites naturels où se développe où est l'espèce aujourd'hui. Donc de les collecter, les récolter, les transporter, et ensuite pouvoir les éduquer jusqu'à un stade de, on va dire, 2 à 3 ans maximum. Donc ça, c'est toute la partie, je dirais, stade juvénile. Et celle que l'on développe et sur laquelle on travaille sur ce site. Ensuite, forcément, il y a toute la partie qui est la partie plantation, puisque ces plants vont être installés dans des dispositifs où on va donc les suivre de manière beaucoup plus rapprochée sur les premières années, puisque forcément on ne connaît pas grand-chose de leur développement et de leur adaptation. Et puis au fil du temps, je dirais que les protocoles vont s'ajuster également en fonction de leur développement et de l'évolution du milieu et de l'évolution climatique, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que l'horloge continue à tourner, l'évolution climatique également, et donc sur cette période qui va s'échelonner sur plusieurs dizaines d'années, on va avoir à vivre tempêtes, gelées, sécheresses et autres. Et donc c'est au terme de toute cette chaîne où on pourra dire, tiens, telle ou telle essence, visiblement, peut être intéressante à développer sous nos latitudes. Mais il est hors de question de partir comme ça à l'aventure et de planter de grandes séries ou de grosses surfaces avec des essences dont on ne maîtriserait pas l'installation, l'évolution et son devenir. Quels sont les principaux justement projets de la pépinière actuellement sur le sujet changement climatique ou tests et expérimentation? Alors le changement climatique, c'est un terme qui regroupe en fait tout un tas de projets, parce que en soi c'est par quel bout on prend cette question du changement climatique. Donc la question du changement climatique, on la prend déjà par l'entrée biodiversité, c'est-à-dire qu'une des clés de l'adaptation réside déjà dans le matériel, dans nos forêts d'aujourd'hui. C'est-à-dire que nos forêts aujourd'hui produisent des graines, et dans ces graines, dans ces semences forestières, certaines vont porter des caractères adaptatifs. Voilà. Parce que déjà le climat commence à changer, commence à bouger, commence à évoluer, et donc on peut imaginer que dans certaines conditions, il y a aussi des phénomènes d'adaptation qui sont produits, et donc à nous de protéger cette ressource, de la capter, de l'évaluer, pour ensuite continuer à enrichir nos propres peuplements. Donc ça c'est la première chose.
Deuxième chose, c'est d'aller peut-être sur justement des peuplements où on sait aujourd'hui qu'il y a un peu plus de difficultés, et d'aller piocher, je dirais, comme ça, picorer un petit peu tous ces gènes tous ces individus qui ont déjà été contraints et qui ont déjà subi une petite adaptation. Et après, on peut, et les plantes, c'est un projet Juno qui permet donc de transférer des plants de la région sud-est au nord-est, où là, on se dit, après tout, la migration autrefois s'est bien passée, lors des dernières glaciations et autres, mais il y avait des corridors écologiques qui permettaient aux plantes d'avancer et de changer petit à petit. Aujourd'hui, il n'y a plus de corridors écologiques, donc le changement est très brutal, donc on est obligé d'accompagner. Alors ça peut paraître un petit peu comme ça farfelu de se dire, mais on va accompagner les arbres à migrer. Donc c'est une migration assistée mais accélérée. Et c'est une migration qui est assistée et qui est forcément accélérée, puisque les plants, on récolte des graines. Le cœur du projet Juno, c'est de récolter des semences donc de hêtre et de chêne dans le sud-est, d'élever les plants à Guinée-Pinfo pour en replanter à Verdun. Donc autant dire qu'ils ont fait 1000 à 1200 km en l'espace de 3 ans. Ce qui fait que justement, j'en profite, je vois une question passer. Quels sont pour toi justement les impacts principaux de tout ce qui est évolution et changement de température? Comment les arbres subissent ou vivent l'impact, en tout cas, Donc il est multiple. Là, ce matin, j'entendais justement un reportage justement d'un collègue qui faisait part en fait des problèmes pathologiques sur les épicéas avec l'apparition de scolytes. Donc un des gros problèmes, le problème majeur et qui va impacter très très rapidement pas mal de peuplements, ce sont des problèmes pathologiques et liés aux problèmes pathologiques. Donc le scolite en est un exemple. On a également quand même les stress ou les conditions très stressantes sur des chênaies ont amené les chênaies dans le centre de la France à des dépérissements aussi accélérés. Et donc il y a des effets de seuil. On sait très bien que des fois il peut y avoir 2-3 saisons qui vont être moins contraignantes et où ce sera peut-être un tout petit peu moins visible. Mais la courbe, elle est quand même vers une augmentation des effets de contrainte. Et ces effets de contrainte, au cumul, des fois il y a des effets de basculement où un peuplement, une population peut disparaître très très rapidement. J'ai une petite question aussi concernant justement tous les plants qu'on voit donc autour de nous, donc qui sont élevés pendant environ 2-3 années, c'est ce que tu disais, et après donc ils sont majoritairement dispatchés principalement en France. Là justement, est-ce que tu peux nous dire aussi ce qu'on voit comme essence forestière derrière toi, parce que tu nous as parlé donc des chênes d'origine donc dont les graines provenaient de Turquie. Derrière toi, je crois que c'est des cèdres, si je me trompe pas. Ouais. Donc tout ça, je dirais dans le panier qu'on peut imaginer se dessiner dans les décennies à venir au niveau des essences forestières. Il faut déjà les regarder juste auprès de chez nous, et donc le pourtour méditerranéen est quand même une grande région qui peut être intéressante pour des essences forestières qui sont déjà présentes sur le territoire. Le cèdre, on connaît le cèdre, le cèdre est déjà présent sur le territoire. Maintenant, commencer à l'envisager à plus grande échelle, ça peut être aussi intéressant. C'est la raison pour laquelle on se dit, dans des climats et dans un climat futur plus contraignant, on sait que le cèdre est un candidat qui peut avoir toute sa place dans les futurs peuplements. C'est la même chose pour le chêne. Le chêne pubescent est aussi un candidat qui peut être amené, une essence qui peut être candidate à se développer dans nos régions. Donc là, il se trouve qu'on va aussi chercher sur le pourtour méditerranéen s'il n'y a pas dans ces peuplements des plants qui apporteront, disons, une résilience plus importante dans nos futures forêts. Et en moyenne, justement, là, donc, on a à la fois des feuillus, des résineux.
Il y a combien à peu près d'essences forestières finalement que vous traitez ou que vous accompagnez au sein de la pépinière? J'imagine que ça doit être très diversifié. Ouais, c'est très diversifié, mais on travaille sur les grandes essences forestières qui sont présentes en métropole. Ouais, Voilà, parce que là, je n'aborderai pas les questions des forêts tropicales et autres. Mais donc en métropole, là, on travaille, je dirais, sur les chênes en général. Donc là, puisque les questions sont aussi liées au dépérissement que l'on peut mesurer et que l'on voit aujourd'hui. Donc la chênaie France peut être bon, est aussi aussi un peu en danger. Donc il faut anticiper cela et donc regarder ce qu'on pourrait imaginer planter, parce qu'il y a aussi des problèmes de régénération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment se régénère la forêt? Principalement avec du semi-naturel. Une des conséquences du changement climatique, c'est l'altération des régénérations. Et donc, il y a un moment, un des outils pour pouvoir pallier à ce déficit de régénération, c'est la plantation. Mais alors, d'où la question ensuite, on plante, oui, mais avec quoi? et donc tu parlais justement de recherche, donc d'expérimentation. J'imagine que vous n'êtes pas tout seul à travailler sur cette thématique. Vous avez vous travaillez avec quel type de partenaires ou quels sont les partenaires principaux finalement de la pépinière aussi ONF? Alors, je vais commencer déjà par nous. On travaille beaucoup avec le département RDI, Recherche, Développement, Innovation de l'ONF, puisqu'on est, si je ne m'abuse, 70 ou 80 techniciens, ingénieurs, chercheurs au sein de l'ONF. Et puis après, on travaille également avec toute la partie recherche fondamentale, donc parce que pour expérimenter, il faut aussi comprendre les mécanismes qui gèrent le vivant. Et donc là, à ce niveau-là, le partenaire principal, c'est l'INRAE, avec lequel on travaille, parce que ces chercheurs nous permettent de comprendre comment est assemblé justement et tous ces mécanismes qui gèrent le vivant. Après, nous, on travaille beaucoup plus en application sur le terrain, on travaille au niveau de la sylviculture, on travaille aussi avec la forêt privée, puisque forêt publique, forêt privée, il n'y a pas de frontière au niveau impact climatique. Donc de toute manière, c'est un tout, et donc la forêt française est exposée globalement au changement climatique. Et donc les dépérissements, ils sont vrais pour tout le monde. Donc tout le monde a intérêt, et certains dispositifs sont aussi mis en place en lien et en partenariat avec la forêt privée, ce qui permet justement de drainer et d'aller dans un nombre de stations qui est de plus en plus important. Et donc même juste en lien direct avec la thématique de notre journée, finalement, la journée mondiale pour le climat, une petite question aussi un peu générale. Qu'est-ce que représente une telle journée pour vous en tant que forestier, en tant que chercheur dans le domaine forestier aussi? Ben, le climat, c'est ce que je disais, ce qu'on échangeait juste en introduction. C'est le climat qui a généré au fil du temps les forêts qui nous entourent. Voilà. Et les forêts qui produisent du bois, les forêts qui nous font du bien quand on va se promener, les forêts qui nous protègent également des risques naturels. Donc tout ça, ce sont des volets qui sont indissociables de notre quotidien. Voilà. Tout le monde va se promener et tout le monde connaît une forêt près de chez lui, qu'on soit en milieu urbain ou qu'on soit en milieu rural. Et donc, on a tous une vision de cette forêt. Donc on a des photographies, il y a une économie qui est basée aussi sur l'exploitation de cette forêt. Et donc là, le climat, jusqu'à présent, était relativement stable et permettait justement de cultiver et de voir développer cette forêt. Aujourd'hui, on rebat les cartes. Le climat n'est plus stable, il évolue très rapidement. Qu'est-ce que sera la forêt de demain? Donc une journée comme aujourd'hui, ça permet de mettre un focus sur cette question du changement climatique et de l'évolution de la forêt. Mais je dirais c'est vraiment le cœur de notre métier et le cœur de ce qui fait notre métier au quotidien et des interrogations qu'on a et donc de ce qu'on voudrait laisser aussi pour les générations qui viennent. Alors quelle allure aura la forêt dans 20, 30, 40, 50 et plus? Forcément, il y a des endroits, ça va changer. Tout ce qui va être impacté, par exemple, par les incendies, par les scolites, par des épisodes qui vont être des épisodes qui peuvent être des fois très violents. Ça va forcément impacter les paysages et
qu'est-ce qu'on va mettre derrière? C'est justement, on essaie d'apporter des réponses à ça. Sous des latitudes où on va être sous des changements qui vont être plus... qui vont quand même continuer, mais qui vont avancer sans impact brutal. Et je considère que le nord-ouest de la France, pour nous, jusqu'à présent on est dedans, donc on n'est pas touché par les tempêtes. Là, on va avoir un glissement petit à petit. Alors la palette de couleurs va changer petit à petit. Peut-être qu'on aura un peu plus de chêne pubescent, un peu plus de chêne vert sur le cordon littoral, des choses comme ça. Donc voilà, je pense que la palette de couleurs va changer. La palette des essences qu'on va être amené à travailler va changer également. Donc il faut reconsidérer les choses, reconsidérer la sylviculture, reposer des questions sur l'industrie également. Donc tout ça, c'est des thématiques et des questions qui font notre quotidien, quoi. Ce qui fait que justement, on a une question par rapport au changement de température et au risque incendie notamment. J'ai Loïc là en direct qui pose la question de se dire bah oui mais les étés sont de plus en plus chauds et justement les plantations ont tendance à donner l'impression qu'est l'air de rien en fait elles souffrent directement de ces chaleurs, de ces températures pour réellement prendre racine et bien s'épanouir. Mais donc si je comprends bien, c'est bel et bien l'idée et l'objectif aussi du travail de la pépinière, c'est de tester des essences qui auraient éventuellement moins besoin d'eau, ou en tout cas plus résistantes finalement à cette tendance. Alors, c'est des plants, alors je parlais de la diversité parce qu'une des ressources, une des clés de l'adaptation est dans la diversité. Donc c'est important d'avoir des zones, on travaille et on gère des unités conservatoires, donc des parcelles forestières dans lesquelles on va les garder en l'état et on va pouvoir piocher et conserver disons des semences, c'est-à-dire là il y a de la ressource. Et cette ressource, on va continuer à l'étudier. Et on va l'étudier au fil du temps. Et puis donc après, on va aller chercher des essences dans qui ont réussi à se développer dans des conditions beaucoup plus contraignantes, en se disant, elles ont certainement développé des capacités face justement à ces stress importants, et notamment stress hydrique. Donc stress hydrique, c'est le manque d'eau. Des périodes très sèches. Et donc on espère que quand on les installe chez nous, elles auront des conditions qui leur permettront de se développer et de tenir. Alors après, il y a toujours des pics, et ça passera certainement par des pics, des périodes où effectivement on va avoir beaucoup de mal, et il va y avoir des effets de seuil, certaines populations vont disparaître d'un seul coup, et donc on se posera forcément la question dans ces cas-là, avec quoi remplacer, quoi. Alors tu cites justement les unités conservatoires, si je ne me trompe pas. Par exemple, là, au niveau de notre territoire, des Pays de la Loire, est-ce que justement des forêts sont concernées, ont des unités conservatoires pour récolter des graines, comme tu dis, ou conserver le patrimoine génétique? Les essences forestières sont toutes soumises à une réglementation des matériels forestiers de reproduction, donc on ne peut pas se permettre d'aller récolter des graines pour les réinstaller dans une forêt comme ça. Mais alors les unités conservatoires sont des périmètres beaucoup plus concentrés. Voilà. Et donc là, il y en a une à 15 km d'ici, sur la forêt domaniale du Gavre. Il y a une unité conservatoire de chêne Cécile. Donc tout l'intérêt, c'est de pouvoir la suivre sur le long terme. Voilà. Et de suivre les évolutions, aussi bien en aspect sanitaire, croissance que sylviculture. Est-ce que la sylviculture qu'on développe dessus est toujours bien adaptée? Est-ce qu'elle va toujours être en lien et bien adaptée face justement au changement climatique? Donc là, c'est des questions, la régénération. Est-ce qu'il y a de la régénération? Est-ce qu'il y a de la production de semences? Est-ce que les graines sont ont toujours la même capacité à se régénérer? C'est encore l'objet d'autres études sur lesquelles on travaille. Donc voilà, c'est multiple et varié. Et il y a différents angles, je dirais, pour réussir à capter le maximum d'informations sur quelque chose qui est assez insaisissable encore. Je crois qu'on a dépassé un petit peu notre timing et notre chrono, donc je vais juste prendre à nouveau, vu que j'avais pris quelques petites questions justement en cours de route, je vais juste en prendre une dernière. J'avais une interrogation sur le fait que justement changer ou faire évoluer, accompagner de nouvelles essences forestières en forêt va impliquer nécessairement peut-être aussi des impacts sur la faune et la flore dans sa globalité. Donc cette question est un peu générale et un peu en dehors du champ d'action directement de la pépinière, mais est-ce que tu as justement un point de vue un petit peu justement sur ça?
un arbre qui disparaît, un peuplement qui disparaît, c'est forcément tout le cortège floristique, faunistique qui était lié à cet arbre ou à ce peuplement qui disparaît avec, clairement. Donc c'est de toute manière pour la biodiversité du vivant dans sa globalité, c'est une perte. Voilà. Alors ensuite, en fonction de ce que l'on va réinstaller, effectivement, il va se développer un autre cortège, donc au niveau faune, au niveau flore, qui va accompagner la vie de ces arbres. Alors là un pour le mouvement coup, naturel. on ouvre un chapitre qui Oui. est, on en prend pour 250 ans, cher ami. Bon bah je mets fin un petit peu à notre interview parce qu'on a vraiment bien dépassé. Merci beaucoup Olivier en tout cas Non, mais pour c'était un plaisir. ces quelques minutes d'échange et puis j'espère que vous avez en tout cas appris énormément de choses pendant ces 20 minutes d'interview. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et je vous souhaite à tous donc une très bonne journée mondiale pour le climat. Merci Merci Romain. Olivier.